Annalisa a accepté d'épouser Cédric Spadaro, pensant que ce ne serait rien de plus qu'un arrangement froid, un accord entre deux personnes qui n'avaient pas le choix. Mais tout a commencé à changer quand elle a réalisé ce qui se cachait derrière la réputation brutale du chef de la mafia. Il y avait un homme qui la regardait comme s'il menait une guerre quotidienne contre lui-même. Chaque regard durait une seconde de trop. Chaque contact semblait bien trop dangereux. Jusqu'à une nuit chargée de tensions et de désirs refoulés. Elle a hésité quand il l'a embrassée. Et puis Cédric a pris son visage entre ses mains, a approché ses lèvres des siennes et a murmuré. « Je suis toujours un homme, Anaïsa. Tu penses que je ne peux pas faire ça? » À cet instant, elle a compris que le vrai danger n'avait jamais été la mafia. C'était de tomber amoureuse de lui. Un salut particulier à ceux d'entre vous qui regardent le premier livre gratuitement ici sur cette plateforme. Sans aucune publicité et sans interruption. Chapitre 1. L'épouse de la dette. Le stylo tremblait dans ma main alors que je posais ma signature sur la dernière page. Annalisa Vincenzi, en lettres fermes, malgré le tremblement. Le notaire n'a pas levé les yeux. Tommaso Reicci, l'avocat aux cheveux gris venu chercher ma reddition, a simplement rangé les documents dans un dossier en cuir marron. Il m'a dit que la voiture attendait en bas. J'ai regardé une dernière fois l'appartement de Fishtown. Les murs fins, le radiateur qui grinçait les nuits froides. La photo de ma mère et de mon jeune frère sur l'étagère. Dans le cadre en bois usé que j'avais acheté à une foire de rue il y a plus de 10 ans. 15 ans plus tard, ils étaient toujours là, souriant dans l'instant figé d'un après-midi d'été. Je me souvenais à peine de l'avoir vécu. J'ai attrapé la valise. Je n'ai pas pris la photo. Certaines choses ne s'emportent pas dans une cage. Non pas parce qu'on les oublie, mais parce qu'on ne veut pas les voir emprisonnés à ses côtés. Les dames d'abord, a dit Tommaso en ouvrant la porte. Il y avait un humour sec dans sa voix, comme si c'était l'heure du thé, et non la livraison officielle d'une dette qui portait le nom d'une femme. La voiture était un SUV noir, blindé. Le genre de véhicule qui étouffe le bruit de la ville et fait du monde extérieur un écran qui défile lentement. Le chauffeur ne m'a pas regardé quand je suis monté. Tommaso s'est assis à l'avant. La vitre de séparation s'est levée avec un léger clic. Le quartier a glissé derrière la fenêtre, comme une séquence de lumières jaunes se fondant les unes dans les autres. Fishtown s'éloignait peu à peu. Je me suis enfoncé dans le cuir du siège, comme s'il pouvait m'avaler tout entière et m'épargner le reste. 25 minutes plus tard, le portail du manoir Spadaro s'est ouvert. C'était plus grand que je ne l'avais imaginé. Plus grand que tout ce que j'avais jamais vu de près. Une façade en pierre sombre, de hautes fenêtres, du lierre grimpant sur un côté. Comme si la maison essayait de se camoufler de quelque chose dont elle se nourrissait. Deux hommes en costume, avec des oreillettes discrètes, ont ouvert la portière. Le mouchoir en soie dans leur poche de poitrine était gris acier. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais je l'ai noté. Je notais tout. Par ici, Madame Spadaro, a dit l'un d'eux. Madame Spadaro. Le mot s'est enfoncé dans ma poitrine comme un clou. Vincenzi, ai-je corrigé. C'est toujours Vincenzi. L'homme n'a pas répondu. Il a simplement ouvert la voie. Le hall était un couloir de marbre avec des plafonds trop hauts pour être confortables. Des lustres en cristal déversaient une lumière froide et jaunâtre sur les murs couleur crème. Il y avait une odeur de bois ciré qui semblait avoir été appliquée 1 heure avant mon arrivée, comme si la maison s'était préparée à recevoir une invitée, ou à impressionner une femme qui n'avait pas demandé à être là. Tommaso marchait à côté de moi en silence. J'ai remarqué qu'il raccourcissait sa foulée pour s'adapter à la mienne. Cela m'a dérangé plus que s'il m'avait traîné. « Il est dans le bureau », a dit Tommaso, s'arrêtant devant une double porte en chaîne. « N'essayez pas d'être trop courageuse. Essayez d'être polie. Et si je ne peux faire ni l'un ni l'autre, il a presque souri. Alors c'est votre problème. » La porte s'est ouverte. La première chose que j'ai vue, ce n'était pas lui. C'était la faible lumière d'une lampe en cuivre tombant sur un bureau en acajou couvert de papier. La deuxième chose, c'était la bibliothèque du sol au plafond. Chaque dos de livre était marqué par l'usage. Pas de la décoration, mais du travail, de la vraie lecture. La troisième chose, c'était l'odeur. Cuir, papier et quelque chose de métallique en dessous. Une odeur que j'ai reconnue avant de vouloir la reconnaître. L'odeur d'un hôpital caché sous une eau de Cologne coûteuse. Puis je l'ai vu. Cédric Spadaro était positionné de côté par rapport au bureau, près de la fenêtre. Ses mains reposaient fermement sur les bords du fauteuil, comme s'il faisait partie de son corps et non un instrument. Des épaules trop larges pour la silhouette d'un homme assis. Une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude sur les deux bras, sauf pour le poignet gauche, fermé par un bouton qui semblait avoir été mis à la hâte. Des cheveux sombres peignés en arrière, une barbe taillée avec une précision millimétrique, une mâchoire dure. Et quand il a levé les yeux vers moi, c'était des yeux sombres, froids. Le genre d'yeux qui enregistre tout avant de décider quoi rendre. Il n'était pas le monstre que les journaux avaient dépeint. Il n'en était même pas proche. Il était pire. Parce que le monstre des journaux était abstrait. L'homme en face de moi avait un souffle, un pouls, une coupure récente près de la tempe. Et il me regardait comme s'il me connaissait depuis bien plus longtemps que je ne savais que j'existais. « Mademoiselle Vincenzi », a-t-il dit. Sa voix était profonde et sans hâte. Le genre de voix qui n'a pas besoin de s'élever pour remplir une pièce entière. « Asseyez-vous. Je resterai debout. » Sa bouche a bougé d'une fraction de millimètre. Presque de l'amusement. Presque. Comme vous préférez. Tommaso a fermé la porte derrière moi. Il n'est pas parti. Il s'est simplement positionné près de la bibliothèque, comme une ombre qui observe. Cédric a fait pivoter le fauteuil d'un mouvement court et contrôlé,
et s'est arrêté face à moi. Je l'avais imaginé de bien des façons pendant ces 3 semaines entre l'annonce du contrat et la signature. Dans aucune d'elles, je ne l'avais imaginé assis. Dans aucune d'elles, je ne l'avais imaginé avec ce regard. Je vais vous expliquer les règles de cette maison, a-t-il commencé. Pas les règles de notre relation. Celles-là, s'il y en a, vous les découvrirez par vous-même, mais les règles de la maison. Je préfère les exposer maintenant pour qu'il n'y ait pas de malentendu plus tard. Quelle générosité, j'en suis connu. Tommaso a toussé près de la bibliothèque. J'aurais juré que c'était la toux de quelqu'un qui retenait un rire. Cédric l'a ignoré. L'aile est à vous. Chambre, salon, votre propre salle de bain. Personne n'y entre sans votre permission, sauf le personnel de nettoyage, à des heures que vous pouvez fixer. L'aile ouest est à moi. N'y entrez pas sans prévenir. Le bureau ici vous est ouvert à toute heure du jour. Le jardin intérieur est libre. Le garage souterrain est interdit. Pourquoi? Il a haussé un sourcil. Parce que je l'ai dit. Ce n'est pas une réponse pour vous. Aujourd'hui, si. J'ai ravalé ma répartie. Je l'ai gardée pour plus tard. J'ai croisé les bras et j'ai soutenu son regard une seconde de plus que je n'en étais capable. Autre chose? Oui. Il a légèrement incliné le fauteuil vers moi. J'ai réalisé que ce mouvement appartenait à quelqu'un qui savait exactement quelle force utiliser pour paraître menaçant sans élever la voix. Vous ne parlerez pas à la presse. Vous ne publierez pas de photos de cette maison. Vous ne sortirez pas sans en informer le personnel. Vous ne recevrez personne sans autorisation. Et surtout, vous ne me mentirez pas. De toutes les choses que je peux tolérer d'une femme, le mensonge n'en fait pas partie. Quelle coïncidence. Ce n'est pas non plus l'une des miennes. Ses yeux se sont attardés sur les miens une seconde de plus que ce qui était strictement poli. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou et je me suis forcé à soutenir son regard sans ciller. Et vous? Ai-je demandé. Avez-vous aussi des règles pour vous-même? Ou sont-elles exclusivement pour moi? Je n'en ai qu'une. Sa voix a baissé d'un demi-ton et le bureau est devenu plus petit. Je ne promets jamais ce que je ne peux pas tenir. Il y a eu un silence. Tommaso, près de la bibliothèque, a tourné la page d'un livre qu'il ne lisait manifestement pas. Mon téléphone a sonné au fond de mon sac. J'avais oublié qu'il y avait encore un monde extérieur. J'ai regardé Cédric, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose sur le fait de me prendre l'appareil des mains. Il a simplement fait un geste du menton, comme quelqu'un qui accorde une permission sans avoir besoin de mots pour cela. J'ai répondu. Anna. La voix de Mera est sortie tendue à l'autre bout du fil, avec ce ton spécifique qu'elle utilisait quand elle essayait de ne pas crier. S'il te plaît, dis-moi que tu respires. S'il te plaît, dis-moi que cet appartement existe toujours et que je peux venir te chercher tout de suite. Je vais bien, Mera. Où es-tu? Là où j'ai dit que je serais. Il y a eu une pause. J'ai entendu le bruit de son briquet allumant une cigarette. Quelque chose qu'elle avait juré de ne plus jamais faire et qu'elle faisait chaque fois qu'elle avait peur pour moi. Le briquet a cliqué 2 fois avant de prendre. Est-ce qu'il est là? À écouter? Il est là. Dis-lui que s'il te fait du mal, je vais à la télévision. Mera, dis-lui. J'ai regardé Cédric. Il m'observait sans se cacher. Ses coudes reposant sur les accoudoirs du fauteuil, ses doigts entrelacés avec une paume qui semblait étudier. Quelque chose dans son visage avait légèrement changé. Pas en mal, pas exactement, juste une concentration différente. Comme si l'appel l'avait intéressé d'une manière qu'il n'aurait pas dû. Mon ami dit de vous dire que si vous me faites du mal, elle ira à la télévision. Dites à votre ami, a-t-il répondu sans détourner le regard, que si quelqu'un vous fait du mal, j'apporterai moi-même la nouvelle à la porte du studio. Il y a eu un silence à l'autre bout. Mera a inspiré profondément une fois, puis une autre. D'accord, celui-là est effrayant. Mais d'accord. J'ai raccroché. Cédric continuait de me regarder, et moi, comme une idiote, je continuais de le regarder. Le téléphone encore chaud dans ma paume et mon cœur battant à un rythme que je n'avais pas autorisé. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué. J'ai remarqué le poignet fermé de sa chemise blanche sur la manche gauche, celui boutonné jusqu'au dernier bouton, tandis que l'autre restait retroussé au coude. Il y avait une marque là, discrète, brun foncé. Assez vieille pour avoir été lavée, assez fraîche pour ne pas être partie. Une tache s'échappant du bord du tissu et courant sur un demi-centimètre sur la peau de son poignet. Étroite et sans équivoque. Du sang séché. J'ai senti un frisson qui n'avait rien de romantique. Le fauteuil roulant, je l'avais déjà vu. N'importe qui pouvait voir le fauteuil roulant. Il était là, exposé, faisant partie de la première impression qu'il offrait au monde. Mais cette tache sur son poignet, celle-là, il n'avait pas réussi à la cacher. Ou peut-être ne l'avait-il pas remarqué. Ou peut-être ne m'avait-il simplement pas accordé le crédit de la remarquer. Et moi, qui savais exactement ce que c'était d'être près d'un homme qui ment sur ses propres blessures, j'ai compris en une fraction de seconde que le fauteuil n'était pas le pire. Le fauteuil était ce qu'il laissait voir. Il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui saignait à l'intérieur du tissu coûteux. Il a réalisé que je regardais. Ses yeux sont tombés sur son propre poignet, puis sont revenus vers moi. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas bougé pour le cacher. Il a simplement rendu le regard, calme et immobile. Comme pour dire « maintenant tu as vu, et maintenant tu vas devoir décider quoi en faire ». Tommaso, a-t-il dit sans me quitter des yeux. Emmenez mademoiselle Vincenzi dans sa chambre. Bien sûr. Annalisa. Sa voix m'a rattrapé avant que je puisse me tourner. Oui. Bienvenue dans la maison. Je n'ai pas répondu. Je suis parti derrière Tommaso, la valise cognant contre le côté de ma jambe. Mes talons résonnaient plus fort que je ne le voulais sur le marbre du couloir. Mon cœur battait toujours au mauvais rythme. Et l'image de cette tache était gravée derrière mes yeux,
comme si quelqu'un avait griffé l'iris avec un ongle. La double porte en chaîne s'est refermée derrière moi avec un son étouffé et définitif. Et j'ai su, là, au milieu du couloir de marbre au plafond trop haut, entouré par l'odeur de bois ciré et le silence discipliné d'une maison qui ne dormait jamais vraiment, que je venais de signer quelque chose de bien plus profond que le papier que j'avais remis au notaire 1 heure auparavant. Chapitre 2. Café, couteau et silence. Je me suis réveillé avant le réveil. La chambre de l'aile était trop grande pour une seule femme. Des rideaux lourds en velours sombre qui bloquaient toute lueur de l'aube. Un lit à baldaquin avec des draps qui sentaient la lavande et quelque chose de plus froid que je ne pouvais nommer. Un tapis persan qui semblait avoir coûté plus de 3 ans de mon ancien salaire. Je suis resté allongé les yeux ouverts, comptant les moulures en plâtre au plafond jusqu'à ce qu'il soit 8 heures. Elles étaient complexes, florales, le genre de choses que quelqu'un commande sans penser au prix. Le genre de détails qui vous rappelle que vous êtes dans un endroit où l'argent n'a jamais été un problème. Je suis descendu sans me presser. La salle à manger se trouvait au bout du couloir principal. Une longue table en chêne sombre qui pouvait accueillir 20 personnes était mise pour 2. Cédric était déjà au bout, le fauteuil roulant positionné de sorte que son bras repose à la bonne hauteur sur la table, comme si cet angle avait été calculé. Une chemise bleu marine aujourd'hui, les manches retroussées jusqu'au coude. Sur les 2 bras, il avait pris soin de se couvrir. « Bonjour », a-t-il dit sans lever les yeux de son journal. « Bonjour ». Je me suis assise à sa droite, assez loin pour ne pas sembler être de la compagnie, assez près pour ne pas sembler être une provocation. Une femme en uniforme gris est apparue sans que je l'aie appelée et m'a versé du café. Une autre a apporté du pain, du beurre et un plat d'œufs que je n'avais pas demandé, avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui répète le même geste chaque jour. « Je ne mange pas d'œufs le matin », ai-je dit doucement. La femme a hésité, l'assiette encore suspendue à mi-chemin. « Que préféreriez-vous, madame? »« Juste du café et du pain. » « Bien sûr. » Cédric a tourné la page du journal sans lever les yeux. « La cuisine apprendra, a-t-il remarqué, la voix plate. Dans 3 jours, personne ne vous apportera plus d'œufs. La cuisine a déjà commis une erreur en servant ce que je n'ai pas demandé. La cuisine a eu raison de servir ce que l'on sert à quelqu'un qu'elle ne connaît pas encore. » Il a plié le journal et m'a enfin regardé. Ses yeux sombres se sont posés sur les miens sans hâte, sans chaleur. Apprendre est différent de se tromper. Je n'ai pas répondu. J'ai remué mon café. Je voulais dire quelque chose de cinglant et n'ai rien trouvé qui vaille l'effort à 7 heures du matin. Avec le soleil encore bas et le silence du manoir pesant dans l'air comme une seconde présence, la porte s'est ouverte. Tommaso est entré avec un dossier sous le bras, sa veste déjà mise malgré l'heure. Il m'a salué d'un signe de tête qui semblait répété depuis 30 ans. Il avait l'allure de quelqu'un qui avait appris à se déplacer autour d'hommes dangereux sans donner l'impression de les esquiver. « Madame, Tommaso. » Déjà en bons termes. Cédric a observé, reportant son regard sur le journal. Quel progrès. « Puisque vous ne m'en donnez pas, j'utilise ce que j'ai sous la main, » a rétorqué Tommaso en tirant une chaise avec le naturel de quelqu'un qui sait exactement où il peut s'asseoir. Cédric a levé le coin de la bouche. Il n'a pas vraiment souri. C'était la 2e fois en moins de 12 heures que je voyais ça. Et la 2e fois que je réalisais que personne dans cette maison ne traitait cet homme avec la révérence que les journaux suggéraient qu'il exigeait. Tommaso lui parlait comme on parle à un neveu difficile. Un neveu dangereux, mais un neveu. Comme si la présence imposante de Cédric avait une limite exacte, et que Tommaso savait où elle se trouvait. J'ai noté l'information. Je l'ai classée. J'ai tendu la main vers le sucrier. Il était en argent, lourd, positionné exactement à mi-chemin entre mon assiette et la sienne. J'ai jeté un coup d'œil de côté à Cédric, qui était retourné à son journal. Et puis, très calmement, j'ai laissé ma main glisser d'1 pouce. Le sucrier a basculé. Le sucre blanc s'est répandu sur la nappe en lin comme de la neige sur une piste d'atterrissage. Quelques grains ont atteint le bord de son assiette. Tommaso a haussé un sourcil. Il n'a pas parlé. Cédric n'a pas levé les yeux du journal. « Mariana, s'il vous plaît », a-t-il dit de la voix calme de quelqu'un qui lit une liste de courses, sans regarder la gouvernante en uniforme gris déjà dans l'embrasure de la porte. Un autre sucrier pour Madame Vincenzi. Et une nappe propre dès que vous le pourrez. La femme en uniforme gris est apparue, a tout nettoyé, a tout remplacé avec des mouvements rapides et silencieux, sans un bruit de plus que nécessaire. Cédric a tourné une autre page. « Si vous voulez tester jusqu'où je réagis, » a-t-il dit, toujours sans me regarder, « je peux vous faire gagner du temps. Je ne réagis pas au sucre. Je réagis au mensonge. Je réagis au danger. Je réagis à quelqu'un à ma porte sans rendez-vous. Le sucre renversé est le problème de Mariana, pas le mien. La chaleur m'est montée au cou. J'ai bu mon café pour la cacher. C'était un accident. C'était un test, » a-t-il corrigé, et a enfin levé les yeux. Il y avait quelque chose de proche de l'amusement dans son regard, mais froid, contenu, comme une braise sous la cendre. Faites-en autant que vous voulez. Je préfère que vous découvriez maintenant ce qui ne fonctionne pas plutôt que l'année prochaine. Tommaso a ravalé un sourire et s'est levé avec le dossier dans les mains. Je reviendrai cet après-midi. Vous deux avez besoin de temps seul pour discuter de l'alliance ou du divorce. Je ne suis pas encore sûr de quoi il s'agit. Il est parti. La porte s'est refermée avec un léger clic, et le silence est revenu remplir l'espace comme s'il n'était jamais parti. Je suis resté seul avec Cédric et la nappe fraîche. L'après-midi est tombé sans que j'aie échangé 10 mots avec lui. Déjeuner. Silence. Les pas du personnel dans les couloirs. Silence. J'ai passé 2 heures à fouiller dans les livres de la bibliothèque. J'ai choisi un livre sur l'architecture vénitienne que je n'avais aucune intention de lire.
J'ai passé mes doigts sur les dos des livres comme si le geste lui-même suffisait à combler quelque chose. La bibliothèque sentait le vieux bois et le papier. C'était la seule pièce du manoir qui semblait vraiment habitée, avec des marque-pages oubliées entre les pages et une tasse sans anse abandonnée sur une pile d'atlas. Quand j'ai entendu le bruit sourd des roues sur le parquet sombre de la bibliothèque, j'ai su qu'il était venu me chercher. Cédric s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, les bras reposant légèrement sur les roues. Son visage était fermé, ses yeux balayant la pièce avant de se poser sur moi. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé à fuir? » J'ai fermé le livre. « Que voulez-vous dire? » Avant la signature, Tommaso a dit qu'il avait attendu votre réponse pendant 3 semaines. En 3 semaines, n'importe quelle femme avec de l'instinct aurait disparu par la porte de derrière. Vous êtes resté. Je veux savoir pourquoi. Je l'ai regardé. Il était à environ 3 mètres, la lumière jaune de la fenêtre coupant son visage en deux, laissant un œil dans l'ombre et l'autre avec une clarté presque cruelle. Parce que je n'ai pas de porte de derrière, ai-je répondu. Vous avez des amis. J'ai Mera. Mera a une porte de derrière. Mera a une porte avec une serrure cassée et un lit qui est un canapé qui s'affaisse au milieu. Je n'allais pas me cacher de vous là-bas, et elle méritait mieux qu'une place dans mon ombre. Il a fait pivoter le fauteuil, a avancé de la largeur d'une main, s'est arrêté comme s'il avait trouvé une ligne qu'il n'avait pas l'intention de franchir. C'était ça, c'était ça. Pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, j'aurais demandé plus. Sa bouche a de nouveau bougé. Ce presque qui commençait à m'irriter pour des raisons que je ne voulais pas nommer. J'ai fait le pas qu'il ne pouvait pas faire. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tendu la main et j'ai touché le dos de sa main, qui reposait toujours sur l'accoudoir du fauteuil. La peau était chaude, plus que ce à quoi je m'attendais, ferme. Le genre de main qui n'a pas l'habitude de recevoir. C'était un contact, bref, sans poids, sans intention que je pourrais défendre plus tard. Il a retiré sa main comme si j'avais touché un fer chaud. J'ai retiré la mienne lentement pour que ça n'ait pas l'air d'une erreur. « Ne faites pas ça », a-t-il dit, et sa voix est sortie plus basse qu'il ne l'avait probablement prévu. « Ne pas faire quoi? Toucher. Je ne vous ai pas touché. J'ai touché votre main. » Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, ce n'est pas le cas. Il y a eu un silence qui n'était confortable pour aucun de nous deux. Il a fait pivoter le fauteuil et s'est dirigé vers la porte sans dire au revoir. Avant de franchir le seuil, il s'est arrêté, le dos tourné, ses larges épaules tendues sous le tissu de sa chemise. Dîner à 8 heures. Je n'ai pas faim. Même, il est parti. Le bruit des roues s'est estompé dans le couloir jusqu'à disparaître. Je suis retourné dans ma chambre avant le dîner. Mera a appelé à 7 heures. La sonnerie du téléphone a brisé le silence de la pièce comme une aiguille. Anna. Sa voix était différente, plus sérieuse que d'habitude, dépouillée de cette légèreté qu'elle portait comme une armure. Je suis inquiète d'une manière qui commence à m'empêcher de dormir. Je sais. Es-tu en sécurité? J'ai réfléchi à la réponse. Pas à la hâte. J'ai regardé la fenêtre, le jardin qui s'assombrissait en bas, les lumières allumées aux autres étages du manoir. Je crois que oui. Tu crois? Mera, il ne m'a pas touché. Il recule quand je m'approche et il a une tache de sang sur le poignet de sa chemise qu'il n'a pas le courage de m'expliquer. Je ne sais pas ce qu'il est, mais s'il voulait me faire du mal, il aurait eu 3 jours pour le faire et il ne l'a pas fait. Mera a inspiré profondément. J'ai entendu l'air sortir à l'autre bout de la ligne. Promets-moi que si quelque chose change, tu m'appelleras. Je te le promets. Anna, qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime, espèce de folle. Je t'aime aussi. J'ai raccroché. J'ai regardé l'horloge. Une demi-heure avant le dîner. Je ne suis pas descendu. J'ai attendu que quelqu'un m'appelle. Personne n'a appelé. Je me suis allongé avec le téléphone sur ma poitrine et le plafond mouluré me regardant. Et j'ai pensé à quel point il était étrange que l'endroit le plus sûr que j'ai trouvé ces derniers mois soit la maison d'un homme que je connaissais depuis moins de 2 jours. À 11 heures, la maison silencieuse et la lune entrant par la fente du rideau en une étroite bande blanche, je l'ai entendu dans le couloir. Un bruit de traînement. Ce n'était pas des pas ordinaires. C'était un poids inégal, le genre d'effort que le corps fait quand il doit compenser ce qui ne fonctionne pas. Comme si quelqu'un essayait de se porter d'un endroit à un autre et que son corps ne coopérait pas comme il l'exigeait. Je me suis levé lentement. J'ai marché jusqu'à la porte sans allumer la lumière. J'ai pressé ma tempe contre le bois et j'ai fermé les yeux. Un autre traînement, une longue pause, une respiration profonde, tendue, contenue avec une précision chirurgicale. Le genre de respiration que l'on apprend que lorsqu'on décide que personne ne vous entendra souffrir. Un bruit sourd et étouffé, le genre qui vient d'un genou contre un tapis épais. Il était tombé de son fauteuil. Ma main s'est refermée d'elle-même sur la poignée de la porte. J'ai tourné mon poignet. Je me suis arrêté. Je ne l'ai pas ouverte. Je suis resté là, le front contre le bois froid, écoutant sa respiration de l'autre côté du couloir se stabiliser peu à peu, écoutant l'effort d'un homme qui avait essayé de se transférer seul du fauteuil à quelque part et avait mal calculé son propre poids. Le deuxième bruit, plus léger, est venu ensuite. S'appuyant sur ses bras, peut-être pour hisser son torse, puis le bruit des roues se remettant en place sous lui. Pas de sanglots, pas de jurons, juste de la respiration et de la détermination dans un silence absolu. Je ne suis pas entré, je n'ai pas frappé, je n'ai pas appelé, parce que je savais que si j'ouvrais cette porte à ce moment-là, il me détesterait plus que lui-même. Et je n'étais pas là pour être une chose de plus qu'il devait endurer. J'ai attendu 2 minutes de plus après que tout soit redevenu silencieux. Je suis retourné au lit. Je n'ai pas dormi. Le matin, quand je suis descendu, il était déjà au bout de la table. Une nouvelle chemise, sombre, des cernes profonds sous les yeux, soigneusement ignorés. Le journal ouvert à la même page que toujours.
Le café servi, la posture impeccable d'un homme qui avait décidé que la nuit précédente n'avait pas eu lieu. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Je veux que vous quittiez cette maison cet après-midi, » a-t-il dit, la voix calme, de cette manière précise qu'il utilisait pour les choses importantes. Tommaso organisera une voiture. Vous pouvez choisir où aller. J'ai figé le verre à mi-chemin. Quoi? Puis il m'a regardé, et j'ai compris à cette seconde qu'il avait vu l'ombre de mes pieds sous la porte quand j'étais passé dans le couloir après la chute, et qu'il savait avec la même clarté avec laquelle j'avais entendu le bruit sourd que j'avais tout entendu. « Vous m'avez entendu, » a-t-il dit, « et je ne vous donnerai pas la chance de m'entendre une deuxième fois. » Chapitre 3. La fièvre et l'ami indécent. 4 jours se sont écoulés comme une corde trop tendue. La menace de me renvoyer planait entre nous pendant le petit déjeuner du lendemain matin. Je n'ai pas fait mes valises. Je n'ai pas demandé la voiture. J'ai juste bu mon café lentement et je l'ai regardé. Et il m'a regardé par-dessus sa tasse et aucun de nous n'a dit un mot. Le soir, j'étais toujours dans l'aile haie. Il n'est jamais revenu sur le sujet. J'ai compris dans ce silence qu'il ne voulait pas que je parte. Il voulait que je prouve que je resterais, et je suis resté. Les jours passaient dans une chorégraphie silencieuse de croisements presque calculés. Je l'ai croisé 2 fois à la bibliothèque, 1 fois dans la salle à manger. Et à chaque occasion, nous avons échangé exactement les mots nécessaires pour que personne autour ne soupçonne que nous étions en guerre. Tommaso faisait semblant de lire le journal et riait doucement. Luca passait dans les couloirs avec l'expression de quelqu'un qui avait appris bien trop tôt à ne pas voir ce qu'il ne devait pas. Aux petites heures du 3e jour, je me suis réveillé avec un son qui n'était pas le vent. C'était un gémissement bas et contenu de l'autre côté du couloirette. Le genre de son qu'un homme fier laisse échapper quand il croit que personne ne l'entend. Je me suis assise dans mon lit. L'horloge sur la commode indiquait 3h10. J'ai pensé à l'ignorer, à remonter le drap jusqu'à mon menton et à prétendre que ce manoir n'était pas ma responsabilité. Mais il y avait quelque chose dans la cadence de ce son qui m'a fait poser les pieds sur le matelas avant que ma tête ne le permette. J'ai marché pieds nus sur le tapis sombre du couloir. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Je l'ai poussée lentement. Cédric était allongé sur le dos, torse nu, sa respiration courte, ses cheveux collés à son front par la sueur. Même dans le noir, je pouvais voir la lueur fiévreuse sur sa peau. Le pansement sur son flanc gauche était assombri, taché de quelque chose qui n'était pas que de la sueur. Je suis allé à la commode. J'ai ouvert le tiroir du haut. J'y ai trouvé ce dont j'avais besoin, organisé avec la précision militaire qu'il appliquait à tout. De la gaze propre, de l'alcool, du ruban chirurgical, un tube de pommade antibiotique que j'ai reconnu à l'étiquette. J'ai tout apporté au lit. Je me suis assise sur le bord du matelas sans rien demander. Il a ouvert les yeux. Il lui a fallu une seconde entière pour me voir nettement. « Sortez d'ici. » Sa voix était rauque, sans la force de soutenir l'ordre. Quand j'aurai fini, j'ai commencé à enlever l'ancien pansement. Ses doigts se sont refermés sur mon poignet. La pression a été ferme pendant 2 secondes. Puis elle s'est relâchée, comme si la fièvre avait consumé le dernier reste d'entêtement. Vous n'avez pas à faire ça. Je sais. J'ai nettoyé le bord de la plaie avec de l'alcool. Il a serré la mâchoire et n'a émis aucun son. J'ai appliqué la pommade du bout des doigts, sentant la chaleur anormale de sa peau monter dans ma propre main. J'ai placé la nouvelle gaze. Je l'ai fixé avec du ruban adhésif, en prenant soin de ne pas tirer sur la peau. À aucun moment je n'ai regardé le fauteuil roulant garé à côté du lit. À aucun moment je n'ai laissé mon visage porter quoi que ce soit qui ressemble à de la pitié. Quand j'ai fini, j'ai tout remis dans le tiroir dans le même ordre où je l'avais trouvé. J'ai marché jusqu'à la porte. Annalisa, je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. Pourquoi faites-vous ça? J'ai pensé à 3 réponses. J'ai écarté les 3. Parce que quelqu'un devait le faire, ai-je dit. Et parce que je ne peux pas dormir avec quelqu'un qui gémit de l'autre côté du couloir. J'ai fermé la porte sans un bruit. Cédric n'a rien mentionné au petit déjeuner du lendemain matin. La fièvre était tombée. Je pouvais le voir à la couleur qui était revenue sur son visage, à l'angle retrouvé de sa mâchoire. Il a bu son café noir avec la même froideur que toujours, a lu un dossier de documents, a signé 3 pages, a rendu le stylo à Tommaso. Pas un mot sur les petites heures, la gaze ou la main sur mon poignet. Je n'ai rien dit non plus. C'est Tommaso qui a rompu le silence avec cette voix de sage oncle qu'il utilisait quand il voulait irriter Cédric sans laisser de place à des représailles directes. Mademoiselle Costa a demandé l'autorisation de rendre visite à la femme du patron ce matin. J'ai pris la liberté de l'approuver avec une double escorte aller-retour. Lucas accompagne. Cédric a levé les yeux de son papier pour la première fois. Je n'ai pas autorisé ça. C'est pourquoi j'ai dit que j'avais pris la liberté. Cédric a soutenu le regard de Tommaso pendant exactement 3 secondes. Puis il est retourné à son document. Faites-la entrer par la rampe latérale sans passer par le hall principal. Comme vous préférez. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Mera est arrivée une demi-heure plus tard dans une robe jaune trop courte pour la fraîche matinée d'automne. Des talons hauts, des lunettes de soleil rondes et sombres, et un sac assez grand pour cacher un cadavre. Elle a franchi l'entrée latérale avec l'assurance de quelqu'un qui arrive pour ouvrir un salon de beauté. Elle s'est arrêtée au milieu du jardin intérieur quand elle a vu le premier homme armé, puis le deuxième, puis le troisième. Elle a enlevé ses lunettes de soleil, m'a regardé, a regardé à nouveau les hommes. Anesa. Mera. Anesa, mon amour. Oui.
S'il te plaît, dis-moi qu'il y a une réduction sur ce mariage. S'il te plaît, à cause du volume d'armes, n'importe quoi. Un coupon de fidélité, un plan familial. Lucas, qui se tenait à environ 3 mètres de là avec un presse-papier, a fait un bruit sourd dans sa gorge qui aurait pu être une toux ou la chose la plus proche d'un rire que cet homme avait produit depuis des mois. Mira s'est tournée vers lui avec le regard le plus séducteur que je lui ai jamais vu. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes exactement? Sécurité? Contremaître? Professionnel de l'amour? Lucas est resté silencieux une longue seconde. Capitaine. Capitaine de quoi, chérie? De la maison? Oh mon Dieu! Mira s'est tournée vers moi. Anesa. Ce type est comme le gérant de la mafia. Pourquoi personne ne m'a dit que ce poste existait? J'ai un CV. J'ai des références. J'ai ri. C'était la première fois depuis des mois que je riais pour de vrai, de tout mon corps, sans mesurer si le son atteignait quelqu'un. Le rire est sorti rauque, par manque d'usage. Et Mira m'a serré dans ses bras comme si ce son l'avait guéri de quelque chose. Viens ici. Elle m'a tiré le bras. J'ai apporté des macarons. J'ai apporté des potins. J'ai apporté un vin horrible parce que je ne savais pas si vous buviez ou si ça offensait la tradition familiale. Emmène-moi quelque part où je peux jurer sans être exécuté. Je l'ai conduite au kiosque au fond du jardin intérieur. Nous nous sommes assises. Elle a ouvert son sac, a sorti une bouteille de vin vraiment lamentable, 2 gobelets en plastique et une petite boîte de macarons qui coûtait probablement plus cher que la bouteille. Raconte-moi tout. Il n'y a rien à raconter. Anesa. Cet homme a plus de sécurité qu'un aéroport. Il y a quelque chose à raconter. J'allais répondre, mais quelque chose dans ma nuque m'a prévenu d'abord. J'ai levé les yeux. Cédric était à la fenêtre du 2e étage à gauche, son bureau. Les rideaux étaient ouverts, et il était là. Le fauteuil positionné face à la vitre, son visage dans l'ombre, mais sans équivoque. Il regardait le jardin, il me regardait. Je n'ai pas détourné le regard. Lui non plus. Mira a remarqué. Elle a tourné la tête lentement, puis est revenue vers moi. Anesa. Oui. Cet homme là-haut te regarde comme si tu étais la dernière chose qu'il verra de sa vie. Mira, s'il te plaît. Je ne fais que rapporter, documenter pour la postérité. J'ai bu une gorgée du vin horrible. Quand j'ai regardé à nouveau la fenêtre, Cédric avait disparu. Mira est restée jusqu'après le déjeuner. À un moment de l'après-midi, alors qu'elle racontait l'histoire d'une cliente qui avait essayé de payer sa coiffure avec un poulet vivant, j'ai vu un homme traverser le jardin en direction du kiosque. Tommaso me l'avait montré en passant 2 jours plus tôt dans le couloir du bureau comme étant Dario Falcone, le bras droit de Cédric. C'était la première fois que je le voyais de près. Un mouchoir gris acier dans sa veste comme les capitaines. Le 2e homme le plus puissant de la maison après mon mari. Un large sourire, trop large. Le genre qui montre trop de dents pour un sourire de jardin un après-midi ordinaire. Madame Spadaro. Monsieur Falcone. Mademoiselle. Il a salué Mira d'un signe de tête et le sourire s'est élargi d'1 centimètre. J'espère que je ne dérange pas. Vous dérangiez. Oui, a répondu Mira avant que je puisse le faire. Mais l'interruption est la bienvenue. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Dites-moi ce que vous faites ici. Dario a ri. Son rire avait un son différent de celui de Lucas. Plus répété, plus arrondi. Comme s'il avait passé des années à calibrer exactement la quantité de rire acceptable dans chaque situation sociale. Il s'est assis sur la chaise à côté de la mienne. Je vérifiais juste si vous étiez à l'aise. Anesa. Il a utilisé mon prénom avec une intimité que je n'avais pas autorisée. La maison peut être intimidante les premiers jours. Je vais bien. Votre routine se déroule-t-elle bien? Petit déjeuner à 8 heures. Bibliothèque l'après-midi. Cédric a dit au personnel de respecter votre emploi du temps. Je me suis crispé à l'intérieur. Je n'ai pas répondu. Votre ami ici est toujours la bienvenue, a-t-il poursuivi, tournant son sourire vers Mira. N'importe quand. Au fait, mademoiselle, travaillez-vous ici en ville? Un salon au centre-ville? A répondu Mira. Pourquoi? Vous avez besoin d'une coupe? Peut-être un jour. Il est resté quelques minutes de plus. Il a posé 3 questions à Mira sur le salon. Dans quelle rue exactement? À quelle heure elle partait habituellement? J'ai regardé chacune de ces questions atterrir dans l'air comme une pièce dans une fontaine. Quand il s'est levé et est parti, Mira a attendu qu'il soit à une distance de sécurité, puis s'est tournée vers moi avec le visage le plus sérieux que je lui ai jamais vu. Anesa. Je sais. Je n'ai pas aimé ce type. Je sais. Tu lui parles. Je parlerai. Mira est partie à la tombée de la nuit. Avant de monter dans la voiture, elle m'a serré la main fort. Elle a murmuré que si j'avais besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, il suffisait d'un coup de fil. J'ai fait un signe de la main. Je suis rentré dans la maison. J'ai trouvé Cédric dans la bibliothèque après le dîner. Il lisait un livre à couverture noire sans titre visible et avait un verre de whisky à portée de main. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Votre amie aime le mauvais vin. Elle l'a apporté exprès. Elle avait peur qu'une bouteille chère offense la tradition de la maison. Au final, elle pense que le mauvais vin offense moins que de donner l'impression de se vanter. Il a levé les yeux pour la première fois. Il y avait quelque chose de dangereusement proche d'un sourire sur la ligne de sa bouche. Malin. Je me suis assise dans le fauteuil en face du sien. Pendant un moment, nous sommes restés en silence. Le feu dans la cheminée faisait le genre de bruit qui fait du silence entre 2 personnes, une 3e personne dans la pièce. Cédric. Dario m'a posé trop de questions aujourd'hui. Il a fermé le livre lentement. Quel genre de questions? Sur ma routine. Sur l'emploi du temps de Mira. Sur son salon. Cédric n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement marqué la page avec une fine carte, a posé le livre sur l'accoudoir du fauteuil et a fixé la cheminée pendant un moment.
Le feu éclairait la moitié de son visage et laissait l'autre moitié dans l'ombre. Et j'ai pensé à cet instant que cet homme était la chose la plus dangereuse et la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Merci de me l'avoir dit. Le savais-tu déjà? Je soupçonnais autre chose. Tu m'as donné la pièce manquante. Il s'est tourné vers moi. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était pas de la froideur. Ce n'était pas du calcul. C'était une sorte de gratitude que je ne m'attendais pas à voir chez un homme comme lui. Anesa, ma mère. Il s'est arrêté. Il a porté le verre à ses lèvres. Il l'a reposé sans boire. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Un cancer. Ça a duré 3 ans. Sa voix était si basse que j'ai dû me pencher. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est de ne jamais faire confiance à quelqu'un qui sourit trop. Cédric. Je te dis ça parce que tu dois comprendre que quand je te demande si tu vas bien, ce n'est pas de la gentillesse. C'est de la vigilance. C'est ce que ma mère m'a appris. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai tendu la main par-dessus l'accoudoir du fauteuil. Il a regardé ma main pendant un long instant, puis il l'a couverte de la sienne. Sa peau était froide à cause du whisky. Ses doigts étaient lourds, et les callosités sur son pouce étaient du genre qu'un homme ne peut pas cacher. Il n'a pas reculé cette fois. Je suis retourné dans ma chambre vers minuit. Le couloir était sombre, à l'exception de la ligne de lumière qui fuyait de sous la porte du bureau de Cédric à l'étage inférieur. J'ai monté les escaliers pieds nus. Avant d'entrer dans la chambre, j'ai regardé par la fenêtre au bout du couloir, celle qui donnait sur le jardin intérieur. Dario était dans le jardin sous la fenêtre ouverte du couloir, seul, le téléphone à l'oreille. Les lumières du kiosque éclairaient vaguement son visage, et il parlait en italien. Pas bas, vite, irrité, comme quelqu'un qui avait déjà oublié que la nuit porte les sons. Je ne parle pas italien, mais 2 mots sont montés clairement jusqu'à moi. Ragazza et debito. Ragazza, je savais par les films, c'était fille. Debito, je l'ai reconnu par sa proximité avec l'anglais. Dette. La fille de la dette. Je suis resté à la fenêtre, la main posée sur le cadre, sans respirer, sans scier, mon cœur commençant à battre d'une manière que je ne reconnaissais pas. Dario a retiré le téléphone de son oreille. Il a levé les yeux en direction de la fenêtre où j'étais, et il est resté là, immobile, son visage dans l'ombre, trop longtemps pour que ce soit un accident. Fin du chapitre 3. Chapitre 4. Les mots et le baiser. Quelques jours de plus se sont écoulés après la fièvre, un peu plus de 2 semaines après le mariage. Un vendredi qui s'étirait lentement, j'avais déjà appris 3 choses sur le manoir Spadaro. La première, c'est que le silence dans cette maison ne signifiait pas la paix, il signifiait le calcul. La deuxième, c'est que Cédric ne restait près de moi que lorsqu'il pensait que je ne regardais pas. Et la troisième, c'est que Dario Falcone passait dans le jardin tous les jours à la même heure, avec le même sourire, et regardait la fenêtre de ma chambre exactement assez longtemps pour que je remarque qu'il regardait. Je n'ai pas parlé à Cédric de l'appel en italien. Pas encore. Je savais que je devais le faire. Mais il y avait une partie de moi, petite et lâche, qui voulait plus de preuves avant de jeter de l'huile sur ce feu. J'avais vu ce que Cédric faisait aux gens en qui il avait trop confiance et découvrait peu après qu'il n'aurait pas dû. Je n'avais pas besoin de détails. La façon dont Tommaso baissait la voix quand le nom de certains hommes était mentionné à table suffisait. Et la façon dont ces noms cessaient d'apparaître. Je voulais d'abord la certitude. C'est dans cette indécision que je suis arrivé dans la salle de musique un vendredi après-midi qui s'étirait comme de la mélasse. Le soleil entrait par la haute fenêtre sous un angle doré et fatigué. Je me suis assise au piano que personne n'avait joué depuis des années et j'ai tapoté quelques touches en improvisant. Pas de partition, pas de talent, juste pour le son. Quand j'ai levé les yeux, Cédric était dans l'embrasure de la porte, dans son fauteuil comme toujours, mais avec la canne sur ses genoux. Cette canne que je n'avais jamais vue auparavant et qui disait, sans qu'il ait besoin de le dire, qu'il commençait à répéter quelque chose. Je n'ai pas commenté. Je savais que commenter serait le mauvais déclencheur. J'ai juste tourné les yeux vers le clavier, laissé mes doigts tomber dans une séquence sans logique, et j'ai continué à jouer comme si l'univers ne s'était pas réorganisé à cet instant. Vous jouez mal. Je sais. Pourquoi continuez-vous? Parce que bien jouer demande de la réflexion, et aujourd'hui je ne veux pas réfléchir. Il est entré. La canne a frappé le parquet dans un rythme lent et irrégulier, le genre qui coûte cher à chaque pas. Il s'est assis dans le fauteuil en velours vert à côté du piano et a posé la canne contre l'accoudoir. Nous sommes restés en silence pendant un long moment. J'ai joué quelque chose qui aurait pu être une berceuse si je m'étais souvenu de plus de 4 notes à la suite. Anesa, regardez-moi. J'ai retiré mes mains du piano. J'ai tourné la tête. Ses yeux étaient différents cet après-midi. C'étaient les mêmes yeux sombres, froids en surface. Mais il y avait quelque chose qui bougeait dans leur profondeur que je n'avais pas vu auparavant. De l'eau calme qui commençait à trembler. Cette nuit-là, a-t-il dit, la nuit de la fièvre. J'ai attendu. Vous êtes entré dans ma chambre et vous m'avez regardé avec pitié. Je me suis mordu la lèvre inférieure avec les dents. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce n'était pas de la pitié, Cédric. Vous m'avez regardé comme si j'étais quelque chose dont il fallait s'occuper. Sa voix était dangereusement basse. Je l'ai vu. Je me suis levé du banc du piano si vite que le couvercle s'est refermé sur le clavier de lui-même et a arraché une note dissonante à l'instrument. Vous n'avez rien vu. Je l'ai vu. Vous avez vu ce que vous aviez peur de voir. Ma voix s'est élevée sans permission. Vous vous êtes réveillé au milieu de la fièvre. Vous avez vu une femme changer votre pansement. Et la première chose que votre tête a faite, c'est de traduire ça en pitié. Parce que la pitié est plus facile à détester que l'attention. Anesa, non, vous allez m'écouter. J'ai fait 2 pas vers le fauteuil. Il n'a pas bougé. Vous passez toute la journée à avoir peur de devenir faible. Je vous ai vu pousser votre assiette de côté quand Tommaso est entré dans la salle à manger hier. Je vous ai entendu éveillé à 3 heures du matin de l'autre côté du couloir.
Je vous ai vu avoir soif et ne pas demander d'eau devant Lucas. Ce n'est pas de la fierté, Cédric. C'est de la peur. Et votre plus grande peur au monde, Cédric, ce n'est pas le fauteuil. Ce n'est pas votre colonne vertébrale. Ce n'est pas l'attaque. Savez-vous ce que c'est? Il n'a pas répondu. Votre plus grande peur, c'est que quelqu'un vous regarde et voit un homme. Silence. Parce qu'un homme est vulnérable. Un homme est mortel. Un homme a des besoins. Et vous avez passé tellement d'années à être le patron que vous avez oublié ce que c'est que d'être juste ça. Et cette peur, cette terreur de redevenir une personne, c'est ce qui fait de vous votre propre ennemi. J'étais à bout de souffle. Je n'avais pas remarqué à quel moment mes yeux s'étaient remplis d'eau. Ce n'étaient pas des larmes destinées à tomber. C'étaient des larmes de rage, le genre qui reste au bord et qui brûle. Cédric m'a regardé pendant un long moment. Il a appuyé ses 2 mains sur le bord du fauteuil. Il a avancé. Il est venu vers moi avec ce mouvement court et contrôlé des roues que j'avais déjà appris à reconnaître comme une décision prise. Il s'est arrêté à une largeur de main. Il a levé le visage. Sa main libre s'est levée lentement et a touché mon visage. Ses doigts étaient lourds. Son pouce a tracé la ligne de ma mâchoire comme pour mémoriser une frontière. « Viens ici », a-t-il dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas une demande. C'était une troisième sorte de chose que les hommes comme Cédric n'utilisent qu'une fois dans leur vie. Je n'ai pas bougé. Il m'a tiré par la nuque et il m'a embrassé. Le baiser n'était pas doux. Il n'était pas hésitant. Ce n'était la première fois de personne. C'était un baiser construit sur 10 jours sans se toucher, et la quantité exacte de feu qu'un homme ne peut contenir que pour un temps limité. Mes doigts se sont refermés sur le revers de sa veste. Les siens sont descendus le long de ma nuque, le long de la racine de mes cheveux, et sont restés là, tenant ma tête contre la sienne comme s'il craignait que je ne m'enfuis l'instant d'après. Je ne me suis pas enfui. Quand le baiser s'est relâché, une seconde pour que nous puissions tous les deux respirer, j'ai hésité. C'était un mouvement minuscule. Mon menton a reculé d'un demi-centimètre. Mes yeux ont cherché la canne tombée par terre, puis la ligne de sa hanche, puis sont revenus à son visage. C'était la fraction de seconde d'une femme se demandant si cet homme-là serait capable de gérer. Et il a remarqué. Cédric a remarqué. Ses yeux se sont remplis de feu d'une manière qui m'a laissé incertaine, si je devais avoir peur ou me jeter plus profondément. Sa main s'est resserrée sur ma nuque. Je suis toujours un homme, Anéza. Sa voix est sortie. Tu penses que je ne peux pas faire ça? Je me suis figé. Non pas parce que la question m'offensait, mais parce que pour la première fois depuis que j'avais mis les pieds dans cette maison, j'ai vu en entier l'homme qui vivait sous le fauteuil, sous le nom de famille, sous toutes les couches calculées qu'il mettait chaque matin. J'ai vu un homme terrifié, et j'ai vu un homme déterminé à ne pas laisser cette terreur gouverner une seconde de plus de sa propre vie. Non, ai-je murmuré. Ce n'était pas ça. C'était de la peur. Mais pas de ce que tu penses. De quoi, alors? Je l'ai regardé dans les yeux, et que si je laissais faire, je ne pourrais plus jamais partir d'ici. Cédric est resté silencieux. Sa main s'est desserrée sur ma nuque, mais ne l'a pas lâchée. Son pouce est resté sur ma mâchoire, maintenant dans un mouvement plus lent, presque révérencieux. « Tu ne vas pas partir », a-t-il dit. « Tu le sais, je sais. Alors reste. » J'ai fermé les yeux. J'ai senti son front toucher le mien. J'ai senti sa canne toucher le sol entre nous. J'ai senti son souffle quelque part très près de ma bouche. « Reste », a-t-il répété. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai porté ma main à la sienne, celle qui tenait mon visage, et je l'ai tiré vers le bas pour qu'il s'appuie sur moi au lieu de la canne. C'était un petit geste, mais c'était le geste que j'avais juré, cette première nuit, de ne jamais faire avec cet homme. Cédric a compris. Sa main libre a trouvé la mienne. Et nous avons traversé ensemble la salle de musique, le long du couloir est, vers sa chambre. Lui dans le fauteuil, moi à côté de lui, ma main sur son bras comme soutien, dans un rythme qui était le sien et le mien en même temps. La porte s'est refermée derrière nous. Le lendemain matin est arrivé par couche. D'abord la lumière filtrant à travers les lourds rideaux de la chambre de Cédric. Dorée comme seule la lumière du samedi peut être dorée. Puis l'odeur, une odeur d'homme, de drap propre, de quelque chose que je ne pouvais nommer, mais que j'ai reconnu immédiatement comme appartenant à cette pièce. Puis le poids de sa main sur ma hanche. J'ai ouvert les yeux lentement. Cédric était sur le côté, appuyé sur son coude, me regardant. Je ne sais pas depuis combien de temps. Son expression était différente, plus ouverte, plus fatiguée, plus humaine. Ses cheveux étaient en désordre pour la première fois depuis que je le connaissais. « Bonjour », a-t-il dit. « Depuis combien de temps es-tu réveillé? » Un moment. « Cédric, je ne pouvais plus dormir. » Ses yeux ont parcouru mon visage, se sont attardés sur ma clavicule, sont revenus. J'avais peur que si je fermais les yeux, en les rouvrant, tu ne sois plus là. J'ai souri sans le vouloir, sans le prévoir. C'était un petit sourire chaleureux, le genre que je n'avais pas utilisé depuis des années. Je suis toujours là, je vois ça. Il s'est penché. Il a embrassé mon front. Il s'est attardé là. On a frappé à la porte. Cédric a laissé échapper un soupir contenu. Le genre des patrons qui savent que l'intimité n'est pas un droit quand on gouverne toute une famille. Il a levé le menton vers la porte. Entrez, Tommaso. La porte s'est entr'ouverte. Tommaso n'est pas entré. Il a juste parlé à travers l'entrebâillement avec la discrétion de quelqu'un qui avait déjà compris ce qui se passait juste au ton de la voix que Cédric a utilisé pour répondre. Petit déjeuner pour 2 dans la chambre dans 15 minutes. Dans 20. Dans 20. La porte s'est refermée.
Cédric s'est retourné vers moi. Il y avait un sourire sur la ligne de sa bouche. Petit, contenu, le genre qu'il ne s'était jamais permis en public. J'ai apporté ta dignité au petit déjeuner sur un plateau, a-t-il murmuré. Peux-tu l'apporter? Je n'ai plus de dignité depuis la nuit dernière, Cédric. Bonne réponse. Il s'est installé au bord du lit, a attrapé le fauteuil roulant positionné à côté de la table de nuit et en 2 courtes manœuvres, s'est dirigé vers la fenêtre et a ouvert le rideau. La lumière a inondé toute la pièce et pendant un instant, je l'ai vu en entier contre la fenêtre. Les larges épaules encore en convalescence, la cicatrice visible sur le côté de sa poitrine et quelque chose dans le contour de son torse qui était différent du Cédric des premières nuits. C'était un Cédric plus léger, plus dangereux peut-être, car maintenant il avait quelque chose à perdre. Il est revenu au lit. Il s'est assis sur le bord. Anéza. Je ne sais pas comment faire ça. Faire quoi? Cette chose qui se passe. Je ne sais pas comment le faire. Je me suis assise. J'ai tiré le drap avec moi. J'ai posé mon front sur son épaule. Moi non plus. Alors trompons-nous ensemble. Faisons-le. Le petit déjeuner est arrivé sur le plateau 20 minutes plus tard. Tommaso a frappé, l'a laissé par terre devant la porte et est parti sans rien dire. La discrétion d'un oncle qui en avait déjà vu beaucoup. Cédric a apporté le plateau au lit. Café noir pour lui, café au lait pour moi, pain chaud, beurre, confiture, une rose blanche dans un petit verre qui était probablement l'idée de Tommaso. Cédric l'a retiré du plateau avant de tout poser entre nous, prétendant que la fleur n'existait pas. Je n'ai pas commenté, mais je l'ai noté. J'ai bu mon café avec sa main, tenant la mienne sous le drap. Nous avons mangé dans un silence confortable, le genre qui n'existe que lorsque 2 personnes ont cessé de se jauger. À un moment donné, il a embrassé mes doigts sur les articulations et est retourné manger comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Et rien d'extraordinaire ne s'était passé. Vraiment, tout ce qui était extraordinaire s'était passé avant. Ce n'était que ce qui vient après. Je sortais de la salle de bain dans sa robe de chambre, trop grande pour moi, sentant son odeur, quand on a de nouveau frappé à la porte. Cette fois, c'était Lucas. Cédric pouvait le dire à la façon de frapper. 3 coups courts, secs, militaires. Il s'est raidi aussitôt. Entrez. Lucas est entré. Il ne m'a pas regardé. Il avait été entraîné à ne pas regarder les femmes des patrons dans des situations ambiguës, et il a fait son travail avec la compétence habituelle, mais son visage était sombre. C'était le visage d'un homme qui était venu en personne dans la chambre principale, et cela, dans cette maison, ne signifiait toujours qu'une seule chose. Patron. Sa voix était plus basse que d'habitude. Nous avons un problème. Parle. Lucas m'a jeté un coup d'œil. Il a regardé à nouveau Cédric. Quelqu'un a divulgué sa routine. Ils se sont organisés pour la kidnapper demain après-midi à sa sortie du café où elle rencontre Mademoiselle Mera. Carbone paix. Tout est arrangé pour que leurs hommes entrent par le flanc ouest de l'établissement. Elle était censée être là demain, patron, et ils le savent. L'air dans la pièce a changé de température. Cédric s'est levé lentement. Il s'est appuyé sur la table de nuit seulement pendant les premières secondes, puis s'est stabilisé seul. Ses larges épaules ont retrouvé cette ligne de patron que j'avais vue pour la première fois la nuit de mon arrivée. Quelle routine? La sienne. Café, bibliothèque, jardin. L'emploi du temps de Mademoiselle Mera, l'adresse du salon, tout. Lucas a dégluti difficilement. C'est arrivé à Brooklyn la nuit dernière. Carbone en a une copie. Cédric n'a pas dit un mot pendant un long instant. Puis il a tourné son visage vers moi. Ses yeux étaient redevenus ceux de la première nuit. Froid, calculateur, dangereux. Mais il y avait une différence maintenant. Cette nuit-là, ses yeux étaient dirigés contre moi. Aujourd'hui, ils étaient pour moi. Anéza, oui. J'ai besoin que tu me dises une chose tout de suite. Sa voix était contrôlée, basse, comme elle le devenait quand il était sur le point de faire quelque chose d'irréversible. Est-ce que quelque chose s'est passé ces 10 derniers jours que tu as pensé n'être rien et que tu ne m'as donc pas dit? Je me suis crispé. J'ai dégluti. Dario. Et Dario? Il m'a posé trop de questions dans le jardin. Le jour où Mera est venue. Et la nuit, je l'ai vu au téléphone, parlant en italien. Il a répété 2 mots, 3 fois. La ragazza del debito. La fille de la dette. Le silence qui s'est installé dans la pièce n'était pas le silence. C'était autre chose. C'était le son que fait l'air quand un homme comme Cédric décide de quelque chose à l'intérieur. Il s'est tourné vers Lucas. Va chercher Tommaso maintenant. Nous 3 dans le bureau, dans 10 minutes. Oui, patron. Lucas est parti. Cédric est resté le dos tourné pendant 2 longues secondes. Puis il s'est retourné. Il est venu vers moi. Il a pris mon visage entre ses 2 mains. Je vais m'occuper de ça. Cédric, je vais m'occuper de ça. Tu restes dans cette aile. Ne descends pas. Ne réponds à personne d'autre que moi, Tommaso ou Lucas. D'accord, Anéza? Il a embrassé mon front. Merci de me l'avoir dit maintenant. Il a quitté la pièce. Je suis resté au milieu du tapis dans la robe de chambre trop grande, mon cœur battant à un rythme qui n'était pas le mien. J'ai regardé le plateau du petit déjeuner encore sur le lit, la rose blanche que Cédric avait fait semblant de ne pas voir. Et j'ai compris pour la première fois depuis que j'avais mis les pieds dans cette maison que je n'avais plus nulle part où retourner. J'avais déjà choisi. Fin du chapitre 4. Chapitre 5. La nuit au port. Le bureau sentait encore le café froid quand je suis descendu le lendemain matin. C'était toujours samedi, mais le samedi s'était divisé en 2. Celui d'avant, les nouvelles de Lucas et celui de maintenant. Cédric était penché sur le bureau et Lucas se tenait à côté de lui avec une carte ouverte sur la table. Tommaso occupait le fauteuil en cuir, les doigts croisés sur son genou.
l'expression de quelqu'un qui avait déjà passé des nuits comme celle-ci et savait exactement comment elle se terminait. Aucun des trois n'a levé les yeux quand je suis entré. Non par mépris, mais parce qu'un homme qui avait déjà été là avait un nom sur la table. Dario Falcone. « Bonjour », ai-je dit, et ma voix semblait plus ferme que je ne l'avais prévu. Cédric a levé le visage. Il était sans sa canne, appuyé avec les deux paumes à plat sur la table. Et pendant un instant, le poids de ce qu'il portait était visible dans chaque tendon de son avant-bras, dans la ligne dure de sa mâchoire, dans la façon dont ses épaules tenaient tout sans trembler. Ses yeux m'ont trouvé, et la froideur en eux n'était pas pour moi. C'était pour l'homme qui avait vendu ma routine pour de l'argent. « Tu ne quittes pas la maison aujourd'hui », a-t-il dit. J'ai croisé les bras, j'ai appuyé mon épaule contre le cadre de la porte. Mera vient dans 1 heure. Elle ne vient pas. Que veux-tu dire? Elle ne vient pas. Tommaso s'est éclairci la gorge depuis le coin, comme quelqu'un qui prévient qu'il va dire quelque chose que personne n'a demandé. J'ai appelé Mademoiselle Costa. Je lui ai dit que vous aviez une migraine. Elle a demandé 3 fois si c'était un code pour un enlèvement. Je lui ai assuré que non, et elle l'a cru. Elle a dit qu'elle apporterait de la soupe demain sans prévenir, et que si je n'ouvrais pas le portail, elle escaladerait le mur. J'ai souri sans le vouloir. Mera en une seule phrase. Cédric n'a pas souri. Et le silence qui a suivi était du genre qui pèse sur vos épaules et ne demande aucune permission. Je me suis approché de la table. La carte montrait le port. 3 entrepôts marqués en rouge. L'un d'eux était barré 2 fois avec le stylo de Luca, qui était encore dans sa main. Quand? Ai-je demandé. Ce soir. Cédric n'a pas quitté la carte des yeux. Dario a fixé un rendez-vous avec les Carbones à l'entrepôt 3. Il pense que je ne sais pas. Et tu y vas. J'y vais. J'ai dégluti difficilement. Dans le fauteuil ou sur tes pieds? Cette question, il y a 1 mois, aurait été un coup de poignard. Aujourd'hui, il m'a juste regardé de haut en bas lentement, comme quelqu'un qui pèse le poids réel de ce que je demandais et décide si la balance pouvait le supporter. Dans le fauteuil jusqu'à la voiture, a-t-il répondu. Sur mes pieds à l'intérieur de l'entrepôt. En m'appuyant sur Luca si je dois le faire, mais sur mes pieds. Luca a grogné un accord sec sans enlever son doigt du poing sur la carte. Tommaso a fermé les yeux un instant, comme quelqu'un qui prie en silence un saint auquel il ne croit plus, mais qu'il invoque en cas d'urgence. « Je viens avec toi », ai-je dit. Cédric a levé le visage lentement. « Non, Cédric. » Anesa. Il a redressé le dos, et la main qu'il a tendue vers mon poignet était ferme, mais son pouce a touché ma peau d'une manière que personne dans cette pièce n'a vue. Une pression trop légère pour être accidentelle. Tu restes au manoir avec Tommaso, et avec 6 hommes sur le périmètre. Ce n'est pas une négociation? Et si ça tourne mal? Si ça tourne mal, tu pars par la rampe latérale avec Tommaso et tu vas à l'appartement de Mera. Tout est arrangé. Tout l'arrangement avait été fait sans moi. Certaines batailles, on comprend que ce n'est pas à nous de choisir, et c'en était une. J'ai juste incliné la tête une fois, et j'ai dit doucement, seulement pour lui. Reviens entier. Il a serré mon poignet pendant 2 secondes. Il a lâché. L'après-midi s'est écoulé lentement, avec le poids spécifique des après-midi passés à attendre quelque chose qui pourrait mal tourner. Tommaso m'a appris un jeu de cartes italien avec des règles qui changeaient toutes les heures. Plus tard, j'ai compris qu'il en inventait la moitié juste pour me distraire et qu'il était doué pour ça. La bibliothèque sentait le vieux papier et le bois, et la lumière de la fenêtre s'est assombrie, peu à peu jusqu'à ce qu'il allume la lampe de bureau sans que je remarque la transition. Mera a appelé à 4 heures, a demandé si j'allais vraiment bien, et j'ai si bien menti qu'elle l'a presque cru. À 6 heures, Cédric est descendu en costume, chemise blanche, sans cravate, veste noire. Il est venu dans le fauteuil jusqu'à la porte, et seulement là, s'est appuyé sur la canne et sur Luca pour franchir les marches jusqu'à la voiture. Lent, compté, douloureux. Luca attendait avec le moteur en marche, en silence. Cédric s'est arrêté sur le seuil, s'est retourné. J'étais en haut des escaliers et le couloir entre nous avait la qualité spécifique des distances qui ne devraient pas exister. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. Et ce regard, je le garde jusqu'à ce jour. Puis il est parti. Je n'ai pas pu dîner. Tommaso a fait semblant de ne pas remarquer. Il a servi l'assiette, a mangé la sienne, n'a fait aucun commentaire quand la mienne est retournée à la cuisine presque intacte. Nous nous sommes assis dans la bibliothèque. Lui avec un livre entre les mains qu'il ne lisait pas, moi avec un verre d'eau que je ne buvais pas. La maison était silencieuse d'une manière différente de d'habitude. Pas le silence calme des nuits normales, mais le silence tendu de ceux qui savent que quelque chose se passe à l'extérieur et ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. L'horloge murale a sonné 11 heures. Elle a sonné minuit. Les doigts de Tommaso tambourinaient légèrement sur l'accoudoir du fauteuil. Un rythme presque imperceptible qu'il ne savait probablement pas qu'il faisait. Quand le téléphone a sonné à 1h19 du matin, il a répondu avant la 2e sonnerie. Oui. Pause. Oui. Longue pause. Tous les 2 entiers. Le verre s'est arrêté à mi-chemin de ma bouche. Compris. Je l'amène maintenant. Il a raccroché. Il m'a regardé. Et pour la première fois depuis mon arrivée dans cette maison, j'ai vu Tommaso Raichi sourire. Un petit sourire, presque timide, comme si le soulagement était quelque chose qui devait être mesuré. « Votre mari revient », a-t-il dit. Sur ses pieds à la portière de la voiture, selon Luca, qui s'est beaucoup plaint. Je me suis levé si vite que le verre est tombé et s'est brisé sur le tapis perçant. Je ne me suis pas excusé. Tommaso a juste fait un geste de la main signifiant « on s'en occupera plus tard » et j'étais déjà dans le couloir. La voiture est entrée par la rampe latérale à 2h moins 20. J'ai descendu 2 marches et je me suis arrêté parce que j'ai compris que courir vers lui humilierait une victoire qu'il avait remportée en s'appuyant sur la canne et sur l'épaule de Luca.
J'ai attendu, le froid des petites heures entrant par le col de ma blouse et mon cœur battant plus fort que je ne voulais l'admettre. Lucas a ouvert la portière arrière. Cédric est sorti en s'appuyant sur le cadre de la porte, a pris une seconde pour stabiliser son genou gauche, et quand il a redressé son corps, j'ai vu du sang sur sa manche. Pas beaucoup, mais je l'ai vu. C'est celui de Dario, a-t-il dit avant même que je puisse demander. Et sa voix était pleine d'épuisement, rauque d'une manière inhabituelle. Ce n'est pas le mien. Où est-il? Là où il devait être. Je n'ai pas demandé plus. Certaines réponses n'ont pas besoin d'être entendues à voix haute. Il a monté les 3 marches jusqu'à moi avec Lucas tenant son bras sans se plaindre, sans le cacher. Quand il a atteint le palier, il a regardé Lucas et a dit sans cérémonie « Merci ». Lucas a baissé la tête une fois, a lâché son bras et est parti sans rien dire. Cédric est resté appuyé sur la canne en haut des escaliers. Lucas reculant de 2 pas sans le quitter des yeux. Il a tendu sa main libre. Je l'ai prise. Le bureau sentait le vieux whisky et quelque chose que j'ai mis un moment à nommer. De la poudre à canon froide, la trace sèche d'une nuit qui s'était terminée d'une manière qui ne serait pas défaite. Cédric s'est enfoncé dans le fauteuil, pas le fauteuil roulant, le fauteuil en cuir, et a fermé les yeux pendant 3 secondes. Quand il les a ouverts, j'étais à genoux devant lui, ouvrant la veste à l'épaule. « Ce n'est pas le mien », a-t-il répété. « Je sais, mais j'ai besoin de voir. » Il m'a laissé faire. J'ai enlevé la veste, les plié par réflexe, les laissé tomber sur le bord du bureau. La chemise blanche avait des éclaboussures sur la poitrine, sur le poignet, sur le revers. Rien sur la peau. J'ai laissé échapper le souffle que je ne savais pas que je retenais depuis 6h30. « Raconte-moi », ai-je demandé. Il m'a raconté. Et pendant que j'écoutais, j'ai tout vu. L'entrepôt au plafond haut où l'odeur d'huile de moteur se mêlait à celle du sang frais. Dario au centre avec 2 carbonies en costume gris, son large sourire se fanant lentement quand Cédric a franchi le seuil, s'appuyant sur Lucas, et là, a lâché son bras pour faire face à l'homme qui avait ouvert la porte de sa maison à l'ennemi. « Bonsoir, patron », a dit Dario comme si c'était un dîner de famille. Cédric n'a pas répondu tout de suite. Il est resté devant lui pendant 3 secondes. Puis il a posé une seule question. « Combien t'ont-ils payé? » Et il a répondu. Il a répondu avec un chiffre ridicule. Cédric a esquissé un demi-sourire amer, plus fatigué qu'autre chose. 30 ans de famille pour moins que ce que coûte un appartement décent dans le centre-ville. Et puis il a essayé de dégainer. Je l'ai regardé, Anaïsa. J'ai regardé dans les yeux l'homme qui t'a ouvert la porte de ma maison il y a 3 semaines et j'ai demandé s'il comprenait ce qu'il avait fait. Il a craché par terre et a dit qu'il comprenait parfaitement. Je lui ai dit le nom de ma mère, le nom de mon père et le nom de la maison qu'il avait vendue. Puis j'ai dit à Lucas de le faire. Lucas l'a fait. Dario est tombé à genoux avant le 2e coup. Et je suis resté debout jusqu'à ce que son dernier souffle le quitte. C'était le moins que cet homme méritait de ma présence. Je n'ai pas scellé. Cédric m'a observé du coin de l'œil, attendant le sursaut qu'il s'attendait à voir. Il n'est pas venu. J'ai juste incliné la tête et j'ai dit doucement « Bien ». Il a laissé échapper un petit rire par le nez. « Tu es terrifiante, Anaïsa. J'ai appris de la bonne personne. » Sa main s'est levée vers ma joue. Son pouce a passé lentement sur le coin de ma bouche, un contact sans aucune hâte. J'ai fermé les yeux une seconde, juste une. Et quand je les ai ouverts, il me regardait comme s'il avait décidé de quelque chose d'important depuis assez longtemps pour avoir déjà trouvé la réponse. « Il y a autre chose », a-t-il dit. « Quoi? » Il a baissé les yeux sur son propre pied gauche et le pied a bougé. Les orteils à l'intérieur de la chaussure en cuir brillant se sont contractés une fois. Lent, délibéré, impossible à simuler. Petit, mais indéniable. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Cédric. C'est arrivé dans la voiture sur le chemin du retour, a-t-il dit. Et sa voix était plus basse que toutes les voix que je lui avais jamais entendues. Comme s'il racontait quelque chose qu'il pouvait à peine croire s'être produit. Lucas conduisait, le dos tourné. J'ai retenu mon cri. Je ne l'ai dit à personne. Seulement à toi. Seulement à moi. Seulement à toi. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti quelque chose de chaud monter de ma poitrine, traverser ma gorge et s'arrêter derrière mes yeux. Le genre de chaleur que l'on apprend à contenir quand on ne veut pas que l'autre personne voie. J'ai posé ma main sur son genou lentement, prudemment, comme si ce geste pouvait briser quelque chose qui venait d'apparaître. Il a couvert ma main de la sienne, et ses doigts étaient lourds et chauds et entiers. Le médecin doit voir ça demain, ai-je dit. Demain. Promis. Je le promets. Nous sommes restés comme ça pendant un temps que je ne pouvais pas mesurer. L'horloge a sonné 2h30 quelque part dans la maison. Les lumières du bureau étaient basses, presque ambrées, et les ombres sur les murs avaient la profondeur des longues nuits. Le sang des autres encore sur son poignet, ses orteils bougeant dans sa chaussure, et moi à genoux devant le chef de la mafia le plus dangereux de Philadelphie, ma main sur son genou comme si c'était le seul endroit au monde où j'avais ma place. C'était « Anaïsa », a-t-il dit après un moment. Oui. Si je remarche pour de vrai. Il s'est arrêté. Il a cherché les mots avec soin, comme quelqu'un qui sait que le mauvais choix ruine tout. Si je remarche, je vais te demander quelque chose. Demande maintenant. Non. Il a secoué la tête une fois, fermement. En ce moment, tu es encore ici à cause de la dette sur le papier. Quand je demanderai, je veux que tu répondes librement. Je voulais dire que j'étais déjà libre, que j'avais déjà choisi. Qu'aucune dette ne me liait à ce fauteuil, à cet homme, à ce pied qui venait de bouger comme si son corps se souvenait tout seul de qui il était. Mais j'ai compris qu'il avait besoin de la dignité de demander quand il penserait avoir gagné ce droit. Alors j'ai juste incliné la tête une fois et j'ai dit « Je serai là ». Sa main a serré la mienne, et pour la première fois depuis toutes les semaines dans ce manoir, Cédric Spadaro a fermé les yeux et s'est reposé. Je suis monté avec lui un peu plus tard.
Il est allé dans le fauteuil jusqu'à la porte de la chambre, et là, s'appuyant sur le cadre et sur mon épaule, s'est assis sur le bord du lit, sa respiration courte, les muscles de son bras tremblant de l'effort de tenir son propre poids pendant quelques secondes sans le fauteuil. Le plus proche de la position debout qu'il ait atteint depuis l'attaque. Je l'ai aidé à enlever la chemise tachée, défaisant les boutons lentement, un par un, sans hâte. Je l'ai jeté dans le panier. Sa peau était chaude, ses épaules larges et tendues par un épuisement qui allait au-delà du physique. Avant de s'allonger, il m'a tiré par la taille et a posé son front contre le mien. Son odeur était celle de la nuit, du vieux whisky, et de quelque chose que je ne pouvais nommer, mais que je reconnaissais déjà. Il ne m'a pas embrassé. Il est juste resté là, respirant le même air que moi. Les doigts de sa main droite se sont étalés contre le creux de mes reins comme pour mémoriser la forme. « Dors », a-t-il dit. « Toi d'abord. » Il a ri, bas, le son sortant par son nez, presque invisible. Autoritaire. J'ai toujours été. Il s'est allongé. J'ai éteint la lumière, et quand je me suis allongé à côté de lui dans le noir, j'ai senti son pied gauche bouger une fois de plus, de lui-même. Comme si son corps réapprenait à être un corps pendant son sommeil, retrouvant lentement un langage qu'il avait presque oublié. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, juste pour le sentir. Chapitre 6. Choisir et rester. Le Dr Berman est arrivé à 9 heures du matin. C'était un homme mince avec des lunettes rondes, avec le genre de calme qui ne se construit que dans un cabinet de consultation avec des gens difficiles. Cédric l'a reçu dans la salle de physiothérapie, une pièce au rez-de-chaussée où je n'étais jamais entré auparavant, avec des barres parallèles en métal sombre, une table recouverte de cuir beige et une seule haute fenêtre donnant sur le jardin intérieur. La lumière qui passait par cette fenêtre était froide, latérale, et donnait à tout l'aspect d'un lieu qui existe pour servir, pas pour être vécu. J'ai attendu dehors. Tommaso a attendu avec moi, appuyé contre le mur du couloir, les bras croisés, avec le silence qu'il utilisait quand il n'y avait rien d'utile à dire. Nous n'avons rien dit pendant 1 heure. Le couloir sentait le vieux bois et quelque chose de légèrement antiseptique venant de sous la porte, et j'ai essayé de ne pas laisser mon imagination remplir le silence de mauvais scénarios. Quand la porte s'est ouverte, le Dr Berman est sorti le premier avec le dossier sous le bras. Il m'a regardé, puis Tommaso, et son calme avait un petit sourire incrusté. Le genre de sourire qu'un médecin contrôle, mais ne peut pas effacer complètement quand les nouvelles sont bonnes. De réels progrès, a-t-il dit. Pas totaux. Ce ne le sera peut-être jamais, mais c'est une partie significative. Les 2 pieds répondent. La hanche gauche est encore bloquée, la droite presque normale. Avec de la physiothérapie quotidienne, il marchera seul d'ici 1 mois. De courte distance peut-être, et avec une canne sur de plus longues, mais il marchera. Tommaso a fermé les yeux. Je n'ai pas pu respirer un instant. Le sait-il? Je viens de le lui dire. Et sa réaction? Le Dr Berman a ajusté ses lunettes avec son index, lentement. Sa réaction a été de me demander de vous parler avant de partir. Je pense qu'il ne peut pas encore le dire à voix haute. Je suis entré seul. Cédric était assis sur la table, torse nu, avec le pansement frais sur son flanc gauche et ses pieds nus touchant le sol en pierre froide. Il a levé les yeux quand il m'a vu, et j'ai vu en eux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant chez cet homme. Ce n'était pas de la gratitude. Ce n'était pas de la fierté. C'était quelque chose de bien plus simple et de bien plus difficile à soutenir que l'un ou l'autre. Le soulagement. Je n'ai pas traversé la pièce. J'ai attendu dans l'embrasure de la porte 1 seconde, juste pour m'assurer que ce visage était réel et que je ne le lisais pas mal. « Tu as entendu? » a-t-il dit. J'ai entendu. Et je le savais déjà hier. Il a laissé échapper un souffle qui était presque un rire, long et bas, comme quelqu'un qui pose un poids qu'il portait sans vraiment réaliser à quel point il était lourd. Il a tendu la main. Je suis allé vers lui et je me suis tenu entre ses genoux, mes mains sur son visage. Et il a posé son front contre mon sternum pendant un temps que personne n'a mesuré et qui n'avait pas besoin d'être mesuré. J'ai menti à tout le monde, a-t-il dit doucement contre le tissu de ma robe. Pendant 5 mois, j'ai dit à Tommaso, à Luca, au capitaine, au Carboni, au Spadaro de New York, que c'était une question de jours. C'était un mensonge. Je ne savais pas si je remarcherais un jour, et je ne pouvais pas le dire. Je sais. Je vais leur dire aujourd'hui. Dire à qui? Tommaso, Luca, la vérité sur le pronostic depuis le début. Ce que c'était et ce que ce n'était pas. Il a levé le visage et m'a regardé. Tu m'as appris quelque chose, Anaïsa. Se cacher est ce qui détruit, pas ce qui est caché. Je t'ai appris, toi. Il a souri, petit, juste du coin de la bouche. Cette nuit-là, dans le couloir, tu n'as pas frappé à la porte. Tu ne m'as pas offert de pitié. Tu es juste resté. On ne m'avait jamais simplement vu auparavant. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai embrassé son front en silence et j'ai senti la chaleur de sa peau contre mes lèvres. Et j'ai pensé qu'il y avait des choses qui ne peuvent être dites que de cette façon, sans un seul mot, avec le poids de son propre corps. Environ 3 semaines plus tard, avec de la physiothérapie quotidienne et 2 chutes avalées en silence, il a fait 9 pas dans le jardin sans le fauteuil. Il s'appuyait sur moi avec la canne dans sa main droite et son épaule gauche reposant contre la mienne. 9. Je les ai comptés un par un, sentant chaque transfert de poids sur mon bras, chaque hésitation qu'il ne laissait pas se transformer en pause. Nous nous sommes arrêtés au banc de pierre sous le vieux magnolia, et il s'est assis avec un profond soupir. Je me suis assise à côté de lui, et le soleil d'octobre est tombé sur son visage d'une manière qui m'a donné envie d'un appareil photo. En même temps, cela m'a donné envie de ne partager cette image avec personne. Le jardin sentait la terre humide et les vieilles feuilles.
Au-dessus de nos têtes, le vieux magnolia commençait à prendre une couleur cuivrée et les premières feuilles sèches tombaient lentement entre nous, une par une, sans hâte. « Raconte-moi, » a-t-il dit après un moment. « Quoi? Ta mère, ton frère. » Ma gorge s'est nouée. J'avais essayé de le dire à Mira plusieurs fois au fil des ans et n'avais jamais réussi à dépasser 2 phrases avant que ma voix ne se coince au mauvais endroit. Et j'avais besoin de changer de sujet pour survivre au moment. Mais avec Cédric sur ce banc, avec son genou tremblant, encore un peu de l'effort d'avoir marché 9 pas, ça s'est ouvert. Je lui ai parlé de mon frère, qui avait 8 ans quand il est mort, et qui collectionnait les capsules de bouteilles parce qu'il pensait qu'il allait devenir riche en les vendant un jour. Je lui ai parlé de ma mère, qui chantait en italien cassé et riait de son propre accent, et qui faisait les meilleures pâtes que j'ai jamais mangées de ma vie et ne connaissait jamais la recette par cœur parce qu'elle improvisait toujours. Je lui ai parlé de l'accident que personne ne m'a jamais vraiment expliqué, de l'opération de police mal expliquée, des journaux qui en disaient peu et des voisins qui en disaient encore moins. Je lui ai dit que j'avais 13 ans et que je suis rentré de l'école et que la maison était pleine de gens que je ne connaissais pas, et que mon père était assis dans la cuisine, les mains sur le visage, et que je ne l'ai plus jamais vu rire après ce jour. Cédric a tout écouté. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas essayé de réparer. Il n'a pas demandé de détails que je n'avais pas à faire. Quand j'ai fini, il a pris ma main et a embrassé le dos lentement, comme si c'était une excuse pour quelque chose dont il ne savait pas encore qu'il devait demander pardon. « Je suis désolé, » a-t-il dit. « Ce n'est pas ta faute. Je suis désolé quand même. » Nous sommes restés silencieux. Le vent a fait bouger les feuilles du magnolia, un son sec et doux à la fois. Quelque part à l'intérieur de la maison, une porte a claqué. Un pigeon s'est posé sur le mur du jardin, nous a regardés sans intérêt et s'est envolé. Mira est arrivée à 6 heures avec un horrible gâteau au chocolat, qu'elle a elle-même avoué avoir fait sans rien mesurer et sans respecter le temps de cuisson, et une blague impliquant un capitaine de la mafia et une coiffeuse entrant dans un bar. Elle n'a pas fini la blague parce que Luca est apparu derrière elle dans le jardin avec l'expression d'un homme qui préférerait être sur un autre continent. Elle s'est étouffée avec son propre rire et a dit « Capitaine, on se voit trop souvent ces derniers temps. » Luca a grogné quelque chose qui aurait pu être bon après-midi et qui aurait pu être « allez-vous-en ». Et Mera a souri comme si elle avait compris les deux choses et les trouvait toutes deux aussi amusantes. Cédric, depuis le banc, a levé le coin de la bouche d'1 millimètre. C'était la chose la plus proche d'un rire que j'avais vu de lui depuis des semaines. Nous avons mangé l'horrible gâteau assis dans le jardin avec des assiettes sur nos genoux et le ciel devenant cuivré au-dessus du magnolia. Mera nous a raconté qu'une cliente du salon lui avait demandé de faire la coupe de cheveux de la femme de ce chef de la mafia et qu'elle avait poliment dit à la dame de chercher un autre établissement. J'ai ri si fort que ça m'a fait mal. Et Cédric m'a regardé avec cette expression que je ne pouvais toujours pas nommer, mais qui me réchauffait la poitrine chaque fois qu'elle apparaissait. Quand le soleil a commencé à baisser et que l'air a pris le froid fin d'octobre, Mera m'a serré fort dans ses bras à la porte et m'a dit à l'oreille, la bouche presque contre mes cheveux. « Tu es différente, Anesa. Tu es entière. Je crois que oui. Tu ne crois pas? Tu l'es. » Elle s'est reculée et m'a regardé. « Accroche-toi à ça. » Elle est partie. Luca a escorté sa voiture jusqu'au coin avec les mains dans les poches et la posture de quelqu'un qui remplit le protocole. Il a attendu que les feux tournent le virage et est rentré sans rien dire. La nuit, en allant au bureau, je me suis arrêté devant le mur de vieilles photos à côté de la porte de son bureau. Je passais toujours rapidement. Cette nuit-là, je me suis arrêté. C'était une photographie sépia. Le père de Cédric debout avec 3 autres hommes, tous en costume sombre, dans un hall au plafond haut. Je n'ai pas reconnu quelque chose dans la façon dont cet homme regardait, dans la ligne de sa mâchoire. Cela m'a serré la poitrine pendant un bref et étrange instant, comme si je l'avais déjà vu quelque part il y a longtemps. Et le souvenir ne voulait pas venir en entier. Comme l'odeur de quelque chose que l'on sent mais que l'on ne peut nommer. J'ai essayé de tirer le fil. Rien n'est venu. Tommaso m'a appelé du bout du couloir pour me demander si je voulais du thé avant de monter, et j'ai tourné le dos à la photo, et je suis parti. J'ai oublié. Quand je suis entré dans le bureau, Cédric était dans le fauteuil avec un livre ouvert sur ses genoux, et la lampe verte allumée à côté de lui. Et la scène avait une quiétude que je ne me souvenais pas avoir vue dans cette pièce auparavant. Il a levé les yeux quand il m'a entendu entrer. « On dirait que tu as vu un fantôme », a-t-il dit. « Vraiment? » J'ai cligné des yeux. Je pense que je suis fatigué. Il a tendu la main. Je suis allé. Je me suis assise sur l'accoudoir du fauteuil et sa main a trouvé ma taille avec une fermeté calme. Pas d'urgence, comme quelqu'un qui est exactement là où il voulait être. Anesa. Oui. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient plus clairs que je ne les avais jamais vus. Sans le poids des 5 mois de mensonges, sans le pronostic caché sous chaque mot, sans le traître qui rôdait dans les couloirs de la maison. Pour la première fois depuis que j'avais franchi cette porte comme une dette, l'homme en face de moi était entier. Pas complet, pas sans cicatrice, pas sans canne, mais entier. Et c'est dans ce silence, sans que personne ne le demande, que j'ai dit « Je ne suis pas ici à cause de la dette. Je suis ici parce que j'ai choisi de l'être. » Il n'a pas répondu avec des mots. Il a simplement tendu sa main ouverte, paume vers le haut, dans l'espace entre nous. Un geste simple d'un homme qui faisait rarement des gestes simples. J'ai posé la mienne dessus. Ses doigts se sont refermés sur les miens, lentement, un par un. Et j'ai compris à cette seconde ce qu'il m'avait dit la nuit du port, qu'il me demanderait quelque chose quand il penserait avoir gagné ce droit. Il n'a pas demandé avec des mots. Il a demandé avec sa main, et j'ai répondu avec la mienne. L'horloge a sonné 9 heures quelque part dans la maison. Dehors, dans le jardin sombre,
le vent balançait le vieux Magnolia. À l'intérieur du bureau, dans la faible lumière de la lampe verte, le chef de la mafia italienne de Philadelphie tenait ma main comme si c'était la première chose ferme qu'il avait touchée en 5 mois. Et moi, pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de ce qui allait suivre. Voilà qui conclut le premier livre, et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. Quand le journal a atterri sur mon bureau, le monde s'est arrêté. Son nom, Annalisa Vincenzi, imprimé en noir et blanc au milieu de la liste des civils au mauvais endroit. Des morts que mon nom de famille, Spadaro, avait ordonné 15 ans plus tôt. Le rapport falsifié de mon père cachait tout. Rosa Vincenzi, 34 ans, et Matteo Vincenzi, 8 ans, sa mère et son frère. Effacé une nuit d'octobre que personne n'a jamais enregistrée. Je ne savais pas. Elle non plus. Elle a lu la même page que moi. J'ai vu le sang quitter son visage. J'ai vu la bague de fiançailles trembler à sa main. Elle a annulé le mariage d'une voix qui ne semblait pas la sienne. Elle a fait ses valises en silence et elle est partie pour le vieil appartement sans se retourner. Je ne l'ai pas arrêtée. J'ai juste envoyé des hommes pour surveiller de loin. Maintenant, je suis assis ici, entouré de papiers qui sont devenus un cimetière. J'ai découvert le nom du vrai coupable, l'allié qui a laissé sa famille de côté exprès pour ne pas retarder l'opération. Je pourrais le tuer de mes propres mains, mais ce n'est pas ma justice. Toute la vérité est entre mes mains. La femme qui m'a reconstruit après l'attaque, qui m'a appris à marcher sans canne, porte dans son corps le sang que mon monde a détruit. Comment la regarder dans les yeux en sachant que mon amour est la plus grande humiliation de sa vie? Est-ce que je lui livre tout? Est-ce que j'ouvre la blessure qui pourrait la faire me haïr pour toujours? Et si elle choisit la haine? Et si le silence est la seule chose qui nous maintient encore en vie? Et si livrer la vérité équivaut à nous enterrer tous les deux pour de bon? Est-elle toujours à moi, ou l'ai-je déjà perdu cette même nuit d'octobre que personne n'a enregistré? Comme je l'ai dit, ce n'était qu'un avant-goût du deuxième livre. Pour le regarder sans censure, il suffit de cliquer sur le premier lien dans le commentaire épinglé. Je vous retrouve de l'autre côté dans quelques secondes. N'oubliez pas, cliquez simplement sur le premier lien ici dans les commentaires et le deuxième livre complet, sans publicité ni interruption, sera déjà disponible pour vous. C'est très simple. Le deuxième livre est quelque chose que j'adore faire. Vous l'adorez aussi. Alors, je promets qu'il y en aura plus. C'est là que vous trouverez des histoires de plus en plus épicées, une véritable romance sombre. Et précisément parce que cette version devient de plus en plus torride, la vidéo n'est pas bien acceptée publiquement sur YouTube. Cet environnement fermé est l'endroit où je peux réellement partager mon essence et où je me sens libre de faire mon meilleur travail pour vous. Plus de nouvelles, bientôt. Je vous attends de l'autre côté. Malheureusement, de nombreuses personnes ont téléchargé notre audio, copiant ainsi toute l'histoire et la republiant simplement sur YouTube. Si vous voulez regarder l'histoire originale et être le premier à recevoir les suivantes, soutenez le contenu original. Félicitations, votre achat a été confirmé et vous avez maintenant un accès complet aux livres 1 et 2 de toutes nos histoires, sans aucune publicité et sans interruption. Tout est disponible sur la plateforme. De la romance mafieuse à la romance de milliardaires, en passant par nos contes plus épicés, ce contenu est prêt pour vous maintenant, avec de nouveaux épisodes ajoutés quotidiennement. L'accès est simple. Il suffit de vous connecter en utilisant la même adresse email que celle que vous avez utilisée pour votre achat. Une confirmation a également été envoyée à cette même adresse email. La plateforme est très simple et intuitive. Chaque image représente une histoire. Si elle a un deuxième livre, il suffit de cliquer et d'appuyer sur lecture. Tout est déjà débloqué pour vous. Vous pouvez également noter chaque histoire, laisser un j'aime et écrire un commentaire. Vos commentaires seront visibles par tous nos autres abonnés. C'est notre univers de la romance, alors n'hésitez pas à interagir. À partir de ce moment, c'est officiellement votre maison pour les histoires de romance. Rendez-vous sur la plateforme et appuyez sur lecture. Bienvenue dans la famille. Chaleur, chaleur, ma chérie, bébé.